Alors, je vais essayer de coller au titre qui m'a été confié. Mais tout d'abord, merci pour l'invitation dans l'IHU. C'est ma première venue ici. Et comme je disais à Didier Raoult, je trouve très sympathique d'avoir fait un amphi qui est ce format de ce type. C'est très vivifiant. Alors, donc, ma déclaration publique d'intérêt en premier. Alors, j'ai chanté la bactérie et toutes ces choses-là pour en arriver je dirais au cœur du problème. Pour moi, c'est pourquoi on fait en fait du diagnostic sérologique, puisque le meilleur, c'est toujours d'isoler la bactérie ou de montrer la trace de la bactérie. Alors, le problème dans le cas de Borrelia, eh bien, c'est que il y a vraiment très peu de spirochètes qui sont capables de... et cette faible quantité suffit à déclencher la maladie. Il y en a vraiment très peu. Pour voir ce spirochète ici, en intratissulaire, eh bien, il m'a fallu 20 minutes d'observation microscopique dans un tissu pour le montrer. Alors, l'examen direct, sauf les Borrelia agents de fièvre récurrente, n'est donc pas adapté. Et là, on s'intéresse aux Borrelia, ou plutôt Borreliella, maintenant, responsables de la maladie de Lyme. La culture, c'est toujours la meilleure façon de prouver qu'on a bien une bactérie vivante responsable ensuite de la pathologie. Le problème, c'est que cette culture nécessite un milieu tout à fait spécifique et donc elle est faite que par certains laboratoires spécialisés. D'autre part, comme outil diagnostique, comme la culture est lente, 2 semaines si on a de la chance, 8 semaines avant de déclarer que c'est négatif, ce n'est pas un outil envisageable sur un plan diagnostique. Quelles sont ses performances? C'est à peu près 50, un peu plus faible en Europe, mais en Europe, on est aux alentours de 50% de sensibilité pour l'érythème migrant, 20% pour l'acrodermatite, et puis ça baisse nettement pour les neuroborrélioses. 17%, c'est vraiment les neuroborrélioses précoces chez l'enfant. La moyenne, c'est à peu près 3%, donc c'est faible. Et puis les souches isolées à partir d'arthrite sont tout à fait exceptionnelles. Du coup, on se tourne vers la biologie moléculaire. La biologie moléculaire, bien sûr, ça va être plus rapide. La sensibilité sur les lésions cutanées d'érythème migrant, elle est la même. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une méthode bien sensible à partir des acrodermatites, si on prend une base clinico-histologique au départ. De même, dans le cas des arthrites de Lyme, on restaure la perte que l'on a par rapport à la culture grâce à la biologie moléculaire, qui est de toute façon la seule façon de typer l'espèce qui est en cause. À retenir que la biologie moléculaire, parce que Didier Raoult en a parlé tout à l'heure, c'est utilisé par toutes sortes de gens pour toutes sortes de prélèvements. Dans le cas de la borréliose de Lyme, la sensibilité est quasiment nulle dans le sang, à la grande différence des fièvres récurrentes, et sa sensibilité est malheureusement toujours décevante sur liquide céphalo-rachidien ou cérébrospinal, avec une sensibilité qui tourne aux alentours de 10%. Et puis vous savez comme moi, la positivité de la PCR est à remettre dans le contexte global, notamment par rapport au traitement qui a été mis en place, avant de conclure que c'est une preuve formelle d'infection. Donc en pratique, on en arrive au fait d'utiliser de la sérologie. Et cette sérologie pour la borréliose de Lyme, pour des problèmes généraux qui ont déjà été utilisés, l'idée a été depuis longtemps de l'utiliser en 2 étapes pour améliorer certaines performances. Alors, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est tout à fait important. On parle souvent, on fait souvent une analogie avec les sérologies virales pour dire on va faire une sérologie de Lyme de dépistage, et je voudrais montrer le non-sens de cela. Cette sérologie est faite principalement par ELISA. Il y a, je crois, encore un laboratoire en France qui le fait par immunofluorescence, mais peu importe, le problème n'est pas là. Donc c'est une technique de première intention dont le but est d'avoir une sensibilité maximale, quitte à ce que ça soit au détriment de la spécificité, et d'améliorer cette spécificité dans un deuxième temps en utilisant, si l'ELISA est positif ou s'il est douteux, une technique de confirmation par immunoempreinte, Western blot, dot blot, etc. Pourquoi le faire? Eh bien parce que les réactions croisées existent avec d'autres spirochètes, mais existent aussi avec d'autres agents infectieux, et notamment la meilleure façon d'avoir une sérologie positive pour Borrelia, c'est d'avoir une sérologie EBV positive en IgM. Certains réactifs ELISA donnent des faux positifs jusqu'à 80%. Donc, il y a nécessité de rattraper un petit peu tout ça. Et puis, dans des pathologies prouvées non infectieuses, dites immunitaires, on a aussi des réactions croisées avec les anticorps antinucléaires, le facteur rhumatoïde, par exemple. Donc, on en arrive à ce
poser la question, les tests sont-ils inefficaces ou bien, pour moi, sont-ils mal utilisés? Parfois mal utilisés, pas systématiquement mal utilisés. Donc, je pense que le premier principe pour utiliser la sérologie, c'est de partir de la clinique au moment de la prescription et donc vraiment abandonner cette idée, on va faire une sérologie puis on réfléchira ensuite. Je pense qu'il faut réfléchir d'abord au moment de la prescription de la sérologie pour ne la prescrire que dans de bonnes indications. Et la deuxième chose, c'est quand on a le résultat en main, c'est interpréter cette sérologie avec les données cliniques. Pourquoi? Eh bien parce que, à défaut d'avoir quelque chose de bien spécifique, un test qui permette de faire le diagnostic, vraiment, pour nous, la borréliose de Lyme, elle est basée sur une triade diagnostique, des données épidémiologiques, des données biologiques, bien sûr, et des données cliniques. Et on doit faire que le tout colle ensemble, et notamment les données biologiques et les données cliniques. Ce qui permet d'arriver au fait qu'on ne devrait plus parler de sérodiagnostic pour la borréliose de Lyme, puis c'est un outil biologique du diagnostic, et que la sérologie ne doit pas être faite dans l'érythème migrant, et bien sûr pas en cas de piqûre de tique, ce qui est un motif très fréquent de demande en laboratoire d'analyse de sérologie de Lyme. J'ai été piqué par une tique, je voudrais avoir le test pour être sûr que. C'est faussement rassurant si c'est négatif, et c'est faussement inquiétant si c'est positif. C'est faussement rassurant parce que, comme vous le savez, 50% des formes d'érythème migrant vont être séronégatifs en Europe. Les IgM n'apparaissent qu'après 3 semaines. Donc, si on attend que la sérologie soit positive, c'est un retard diagnostique. Si on attend une séroconversion, il va être encore plus long, avec un retard diagnostique et un risque qu'un patient avec un authentique érythème migrant, à qui on aura dit, eh bien, ce n'est pas une borréliose de Lyme, évolue vers une complication, notamment neurologique. C'est des choses qu'on voit malheureusement de temps en temps. Et puis, si on a un patient qui a déjà été infecté, il va avoir des IgG. Ces IgG vont réaugmenter éventuellement, et là, on saura encore moins quoi en faire. Bref, à ce stade-là, c'est un doute diagnostique. La règle, c'est pas de sérologie, un avis spécialisé, infectiologique, dermatologique, et éventuellement complété par une recherche par PCR, mais pas une sérologie. Alors, quelle est la valeur de la sérologie par tableau clinique, puisque c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Si on se penche sur l'acrodermatite chronique atrophiante, autre forme cutanée, la réponse immunitaire a eu le temps de se mettre en place, et vous voyez que la sérologie de classe IgG, ou immunoglobuline totale, est quasiment systématiquement toujours positive. C'est le résultat de cette méta-analyse demandée par le CDC et faite sur les données européennes uniquement. C'est aussi notre expérience au niveau du CNR. On a extrait de notre base de données les patients pour lesquels le diagnostic d'acrodermatite avait été fait indépendamment de la sérologie sur une base clinique, une base histologique et une positivité soit en PCR ou en culture. Eh bien, pour ces 24 patients, on a obtenu une sérologie et toutes ces sérologies étaient positives en ELISA IgG. Ce qui fait donc de la sérologie de Lyme un bon marqueur un très bon marqueur en tant que valeur prédictive négative. On va reparler tout à l'heure de la valeur prédictive positive. Pour les neuroborrélioses, la situation est un peu différente. On est à 80% à peu près de sensibilité. En fait, il faut séparer les neuroborrélioses qui ont plusieurs mois d'évolution des neuroborrélioses précoces et séparer aussi si on fait cette analyse dans le sérum ou si on la fait dans le liquide céphalorachidien. Et pour nous, donc, dans le sérum, toute neuroborréliose débutante va avoir une sérologie qui peut être prise en défaut selon les kits utilisés. Et devant une suspicion de neuroborréliose, il faut faire une ponction lombaire. Cette ponction lombaire montrera une lymphocytose et elle montrera aussi une hyperprotéinorachie modérée, mais elle permettra aussi de montrer une sérologie positive dans le LCR qui va être plus précoce que dans le sérum, ce qui permet ensuite de faire une synthèse intratécale antiborrélia. Ce qui est à éviter ou à ne faire qu'en complément, avec tous les problèmes de volume de LCR disponibles, c'est une culture, c'est une PCR, ces examens qui doivent être considérés comme optionnels, car leur sensibilité, je l'ai dit, est beaucoup plus faible. Si on passe à l'arthrite de Lyme, eh bien l'arthrite de Lyme, on est très proche en termes de sensibilité des valeurs de l'acrodermatite chronique atrophiante, cette même méta-analyse européenne.
une sensibilité, vous voyez, entre 93 et 96%. Vous noterez au passage que dans cette méta-analyse, le Western blot n'était pas plus sensible statistiquement que l'ELISA, qui fait aussi partie des motifs de polémique. Alors, c'est les données que l'on a. On a fait le même type de travail en prenant des patients pour lesquels le diagnostic d'arthrite de Lyme avait été posé indépendamment de la sérologie, qui avait été prescrite en même temps qu'on faisait la ponction articulaire, donc on pouvait l'analyser. Et si on prend les patients qui avaient une arthrite et qui étaient positifs en PCR, que ce soit sur le liquide articulaire ou le tissu, vous voyez donc, ils venaient un petit peu partout en France. Parmi ces 48 patients, pour 37, on a pu récupérer une sérologie. Ils étaient tous à nouveau positifs en sérologie ELISA-IgG, à nouveau, devant une sérologie ELISA négative et une monoarthrite de Lyme, il faut chercher un autre diagnostic. Alors, ça nous a aussi permis de montrer que l'espèce de Borrelia qui était minoritaire dans l'éthique, qui est Borrelia burgdorferi sensu stricto ou Borrelia burgdorferi, était responsable de 50% des arthrites de Lyme. Donc il y a un certain organotropisme qui va être intéressant à investiguer. Le deuxième principe, c'est que la sérologie de Lyme, eh bien, ça reste de la sérologie bactérienne. Et on ne peut pas lui faire dire plus que ce qu'on peut faire dire à une sérologie bactérienne, comme l'a dit Didier Raoult. Tout d'abord qu'une sérologie positive, eh bien, ça ne pose pas un diagnostic de maladie, donc ce n'est pas strictement parlé un sérodiagnostic. La sérologie positive, comme vous savez, indique uniquement un contact avec cette bactérie. Et comme exemple, j'ai pris cette étude, qui est l'étude d'une équipe suisse avec le plus long suivi sur 7 ans de gens qui ont été infectés, qui étaient séropositifs. C'était coureurs d'orientation qui ont été suivis tous les ans. Ils venaient, ils étaient checkés cliniquement et ils étaient prélevés sérologiquement. Eh bien, au bout de 7 ans, 95 à 98% de ces coureurs d'orientation ne développaient rien qui puisse être même vaguement en rapport avec une borréliose. La deuxième chose, eh bien, c'est la valeur des IgM, et il faut grandement se méfier des IgM positifs de façon isolée. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais c'est pour vous dire aussi que ce n'est pas un marqueur diagnostique ni un marqueur pronostique, puisque dans les arthrites de Lyme, dans la littérature, en moyenne, seuls 40% des arthrites de Lyme sont séropositifs. Si on prend les acrodermatites positives en culture, eh bien, les acrodermatites positives en culture, on pourrait s'attendre à vous trouver systématiquement des IgM. Ce n'est pas le cas. Dans notre expérience, 10 à 15% maximum. A l'inverse, il ne faudrait pas conclure que devant des IgG isolés, on a affaire à une cicatrice sérologique. À nouveau, la nécessité absolue de confronter les données biologiques aux données de la clinique. De même, devant un patient qui a été traité et bien traité, on voit de plus en plus cela, persistance des anticorps qui incite à penser à une persistance de l'infection et à retraiter le patient par excès. L'étude qui montre le plus grand suivi fait aux États-Unis, 50% des patients qui étaient parfaitement guéris de leur arthrite ou de leur neuroborréliose, qui n'avaient aucun signe clinique, 50% de ces patients avaient 10 ans après la guérison ou des anticorps de classe IgM ou des anticorps de classe IgG. Donc la nécessité pour le suivi aussi de se centrer sur les signes cliniques objectifs pour envisager de traiter ou de retraiter les patients. Ce qui nous amène aux notions de valeur prédictive positive. Si je prends une population, on va avoir, si on analyse systématiquement, un pourcentage de cette population qui va être séropositif pour Borrelia, un pourcentage de la population qui malheureusement va avoir des troubles neurologiques, avec les deux cercles qui se croisent, et on pourrait se dire, bien, tous ceux qui sont séropositifs et qui ont des troubles neurologiques sont atteints de neuroborréliose. Une partie seulement de ces patients a une neuroborréliose, et c'est toute la notion de valeur prédictive positive. Si je le modélise un petit peu, si je prends une population avec une séroprévalence moyenne pour Borrelia de Lyme, on va tomber sur, en gros, 2% de prévalence, 2% de séroprévalence, 0,2% de prévalence. Si je prends un test avec des caractéristiques analytiques
actuelle, ça nous fait 95% de spécificité, 95% de sensibilité, j'ai une excellente valeur prédictive négative. Par contre, si je m'en sers comme outil diagnostique, eh bien, j'ai moins de 4% de chance, entre guillemets, que le patient qui soit malade avec un test positif, ça soit lié à la borréliose de Lyme. Si je le fais sur une région à forte prévalence comme l'Alsace ou le Limousin, je tombe sur les mêmes valeurs prédictives négatives et pas beaucoup mieux en valeurs prédictives positives, même si c'est un petit peu meilleur, mais ça me fait quand même 85% de mes patients qui vont avoir autre chose. On en arrive, comme la sérologie n'est pas bonne, à se poser la question d'autres tests. Et le premier test que l'on peut envisager, qui est investigué actuellement, c'est l'utilisation d'une chimiokine, le CXL13, qui semble présenter un intérêt à analyser sur le liquide cérébrospinal aussi. Mais attention à la spécificité, vous voyez les différentes réactions croisées qui sont montrées là, y compris dans des méningites carcinomateuses. Et donc, c'est un paramètre qui est peut-être, c'est en cours d'investigation, intéressant pour sa valeur prédictive négative, ou peut-être le premier marqueur thérapeutique, mais vraiment retenir cette spécificité, à nouveau ne pas baser le diagnostic uniquement là-dessus. Le deuxième test, c'est les tests de transformation lymphocytaire, à l'image de ce qui existe pour les mycobactéries. Il y a un seul réactif commercialisé actuellement, c'est l'Elispod pour Borrelia, une seule étude avec témoins publiée. Toutes les autres sont sans témoins. Et ce que montre cette étude avec témoins, eh bien, c'est qu'il faut se méfier de la spécificité, puisqu'elle est mauvaise, en étant plus mauvaise que la sérologie. Donc ça fait que devant un patient positif, fait sans critères cliniques, on a plus de chances d'avoir un faux positif qu'un vrai positif. Il y a une deuxième étude qui a été faite sur l'aspect est-ce que je peux l'utiliser comme un marqueur d'activité? Eh bien non, les performances non plus ne sont pas bonnes. Je ne vous ai pas mis les courbes ROC, mais il n'y a pas par ce test moyen de différencier une infection active d'une infection passée ou d'une cicatrice sérologique chez des patients qui ont été traités. On en arrive, je descends dans la qualité, je dirais, à des tests alternatifs. Je vais parler d'un qui a décrié un peu la littérature. En 2013, il y a une équipe scandinave qui a publié qu'il avait un test simple au microscope pour diagnostiquer Borrelia et aussi d'ailleurs pour diagnostiquer Babesia. Alors voici ce qui a été rapporté comme étant des Borrelia dits en collier de perles. Et il se trouve que là, c'est ce qui a été vu dans une deuxième étude chez un sujet témoin. Alors, je sais, on est tous des microbiologistes compétents. C'est sûr que quand on voit ça, on a un petit peu de mal à le rattacher à Borrelia. Néanmoins, ça a quand même fait le buzz en Europe, jusqu'à ce qu'une autre équipe scandinave montre que c'était important d'utiliser des populations témoins quand on voulait évaluer une technique. Et voilà ce qu'ils ont trouvé, que ce soit pour Borrelia ou Babesia, il y avait au moins autant, voire même plus, de patients contrôle positifs que de patients malades. Vous voyez, 61% des contrôles positifs pour Borrelia, 85% des contrôles positifs pour Babesia. Voilà. Alors que les Borrelia dans une goutte de sang, c'est ça, donc on est assez loin de l'image que je viens de vous montrer. Autre marqueur qui a été proposé, principalement par la même personne, Raphaël Stricker, qui s'était rendu célèbre pour des erreurs sur le HIV, eh bien, a aussi proposé d'utiliser le CD57 pour les cellules NK, jusqu'à ce qu'une étude soit faite au CDC d'Atlanta, qui a montré qu'il n'y avait pas de différence du taux de CD57 chez les patients malades, des patients contrôle et des patients qui avaient un syndrome de post-Lyme. Donc on ne peut pas en tirer grand-chose. Et puis je finirai par le plus beau. Voilà, il y a ce monsieur, dont j'ai enlevé le nom, et le nom de la société aussi, qui vous propose un test simple pour diagnostiquer la borréliose. Vous posez vos doigts sur un appareil qui enregistre la lumière émise par vos doigts, et selon les spicules présents ou absents, on vous indique où est-ce que sont les Borrelia en plus. Donc c'est merveilleux, ça vous fait le diagnostic et la localisation. Bon, alors au niveau du cerveau, je veux bien,
Mais si l'index est positif, si votre index est positif, ça veut dire que vous en avez dans le rectum. Je ne suis pas sûr que ce soit les borréliaques qui soient dans le rectum à ce moment-là, mais voilà. Bien entendu, c'est facturé à un certain prix. Et pour bien enfoncer le clou, une fois qu'on vous a fait le diagnostic, le monsieur a la même technique à vous proposer pour traiter les borrélioses, avec un deuxième appareil, bien entendu. Voilà, voilà. Alors je pense qu'à partir de ce moment-là, il est important de revenir à des choses, essayer de construire un algorithme en partant des données cliniques et se dire qu'est-ce que je fais en fonction des données cliniques. Néanmoins, le diagnostic de la borréliose reste compliqué et il y a des enjeux pour le futur. Qu'est-ce qui nous manque? Il faudrait une méthode non invasive pour le diagnostic des neuroborrélioses. Il faudrait des marqueurs d'évolutivité et de réponse thérapeutique, peut-être le CXL13 pourrait servir à ça. Une méthode non invasive pour le diagnostic des érythèmes migrants, puisque, comme vous le savez, c'est 80% à peu près des manifestations liées à Borrelia qui sont des érythèmes migrants. Et si on doit améliorer quelque chose, c'est les tests sérologiques. La première chose, c'est la spécificité. Mais on sait que ce n'est pas simple d'améliorer la spécificité. Bref, l'avenir est peut-être ailleurs, protéomique, métabolomique, autre. Voilà, ça sera à voir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour cet exposé très complet. Du coup, il y a des questions sur les tests diagnostiques. Oui. Oui, Philippe Minaudier, je suis pédiatre ici à Marseille. J'aurais trois questions en fait. La première, c'est, vous avez parlé de la cinétique IgM, IgG. Est-ce que ça a un intérêt ou est-ce qu'il faut s'en méfier? La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des variations selon l'espèce? Et vous avez montré en particulier que ça semblait beaucoup plus sensible pour Burden que pour les autres espèces apparentées. Ah, je n'ai pas montré ça, mais oui, je vais y revenir. Une diapositive suggérée, plus exactement ça. Et la troisième question en tant que pédiatre, c'est est-ce qu'à prévalence égale, il y a des différences entre les enfants et les adultes? Et est-ce que c'est lié aux formes cliniques que les enfants présentent en priorité, dans les adultes, ou est-ce qu'il n'y a pas de différence? Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre. La première, c'était sur la cinétique. Alors, une des discussions qu'on peut avoir, c'est de supprimer les IgM. C'est à cause des réactions croisées. Et en tout cas, il faut s'en méfier. Les IgM isolés, à part à l'érythème migrant, il va y avoir le lymphocytome cutané bénin, où ça va avoir une utilité, c'est tout. Et par contre, il y a des dangers à regarder ces IgM. J'en ai parlé en tant que marqueur pour l'infection active, mais le classique, c'est arthrite et IgM positif de façon isolée. Eh bien, la première chose, c'est pas de penser à une borréliose, c'est de penser à une réaction croisée. Et voilà, c'est un petit peu comme le VDRL positif tout seul, il faut se poser le même genre de questions. La deuxième chose, c'était sur les... C'est vrai pour toutes les sérologies bactériennes. Toutes les infections virales avec une mononucléose, pas que la mononucléose infectieuse, la mononucléose, le cytomégalovirus, toutes les infections virales avec une mononucléose entraînent une réactivation monocytaire et des faux positifs avec toutes les infections bactériennes. Donc c'est vrai pour Ferrocus, c'est vrai pour Rickettsiosis, c'est vrai pour toutes les infections bactériennes. Donc les syndromes mononucléosiques sont associés à des faux positifs en sérologie bactérienne. Et en sérologie parasitaire aussi, parce que mais sérologie toxoclare, tout à fait. Aussi, tout à fait. Oui. J'ai parlé des réactions croisées virus, mais les parasites, il n'y a pas, comme ça a été dit par Didier, il n'y a pas de positif à Borrelia chez les patients d'Afrique noire, mais quand on analyse des patients venant d'Afrique noire pour Borrelia et qui ont un palu, ils allument dans 15% des cas en moyenne, voire plus. Voilà. Alors, ils en ont pour les borrélioses, mais c'est les borrélioses... Alors après, voilà, ils ont d'autres types de borrélioses, pas le Lyme, les borrélielloses, on va dire. Et ça va devenir un peu plus compliqué à dire. Mais c'est difficile à dire, y compris ça sur le Western Blot, c'est une réponse à ça. On n'arrive pas à différencier vraiment récurrentis et du Tony sur le Western Blot. Mais avec la les PCR. borrélioses sont trop proches, il faut faire la PCR, la sérologie, on n'arrive pas à les distinguer. Donc si on a les deux à côté et qu'on sait ce que c'est, et qu'on fait de l'absorption croisée, ce qui est bien compliqué, on peut éventuellement faire le diagnostic. Mais la PCR est quand même beaucoup plus simple. Alors, ce que j'ai montré, c'est qu'il y avait... Ça, c'est du diagnostic direct par PCR. Ce n'est pas de la sérologie. D'accord? Donc, c'est à titre d'explication de l'organotropisme
liées à Burgdorferi sensu stricto, ce qui explique que les Américains qui n'ont que cette espèce, Burgdorferi, aient plus d'arthrite de Lyme que de neuroborréliose, alors que nous avons plus de neuroborréliose que d'arthrite, parce que eh bien, les neuroborrélioses peuvent être dues à Borrelia garini, mais aussi à Borrelia vzei et aussi à Borrelia sensu stricto. Après, le MLST va permettre d'analyser ça un peu plus finement, mais voilà ce qu'on peut donner. Si on regarde la sérologie, quels que soient les tests sérologiques commerciaux présents sur le territoire français, ils vont être positifs quelle que soit cette espèce. Est-ce que j'ai répondu à la question, à la deuxième? Pas complètement. Alors je prends la 2B. La deuxième question, si on la creuse. J'avais l'impression que la réactivité, sensibilité, les performances du test étaient meilleures pour Burgdorferi que pour Avzeli ou Garini. Alors, je vais vous citer un exemple. Pendant des années, on a utilisé un antigène qui était basé uniquement sur sensu stricto pour diagnostiquer toutes les acrodermatites. Et on a utilisé un antigène par ELISA qui était basé uniquement sur Borrelia vzei et qui détectait toutes les arthrites de Lyme, donc 50% des sensu stricto. Il y a des différences entre les tests, avec certains qui réagissent un peu mieux que d'autres, c'est tout à fait exact. Des taux parfois très élevés et des taux, on va dire, au-dessus du cut-off. Donc il va y avoir des différences de sensibilité, mais on ne l'a pas relié à la composition antigénique. Ça aurait été bien, mais on ne l'a pas relié à ça. Je crois que c'est toutes sortes de secrets de fabrication qu'il faudrait investiguer et c'est un peu plus compliqué. Et puis la troisième question, je l'ai oubliée. C'était sur les enfants et la sensibilité des tests en fonction de l'âge. Je pense pas qu'il y ait de différence de sensibilité de test chez l'enfant. C'est à nouveau en fonction de la cinétique d'évolution des anticorps. Je n'ai pas connaissance, depuis que les tests ELISA contiennent la protéine recombinante VLSE, d'une arthrite de Lyme qui soit séronégative ou douteuse. Ça a été un progrès, pas colossal, mais ça a été un progrès. Pour les neuroborrélioses, ça a permis de faire moins de douteux et plus de négatifs positifs, ça a mieux ségrégé les deux catégories. Et pour les arthrites de Lyme, on a vu monter les taux, je dirais. Voilà, c'est la présence de cette protéine recombinante qui est, à ma connaissance, dans les kits actuels, je dis de mémoire, mais basée sur la présence d'une VLSE appartenant aux différentes espèces. J'ai une question à propos des kits commerciaux. Là, on parlait de sensibilité, spécificité des sérologies. Mais c'est avec quel type de sérologie? Parce qu'à ma connaissance, les kits commerciaux sont extrêmement variables. Est-ce que c'est des sérologies lisantes? Non. Est-ce que c'est des sérologies commerciales? Oui. Et s'il y a des différences, comme on l'a suggéré pendant le temps dans la sensibilité et spécificité de ces kits commerciaux, est-ce que vous les avez évalués? Parce que finalement, on attend beaucoup ça. Les évaluations des kits commerciaux pour savoir en fait quel test c'est utilisé. Alors, les données qui sont là, de cette méta-analyse, ce sont des tests commerciaux, d'une part, et des tests maison, on va dire. Si vous penchez sur le rapport de l'ECDC, vous aurez l'analyse catégorie par catégorie, pathologie par pathologie. Le rapport fait une centaine de pages et vous pourrez trouver. Il n'y a pas de grande différence entre les deux catégories. Par contre, effectivement, on voit des différences, comme j'ai montré, selon les catégories cliniques. Et ce qu'il y a, c'est assez bien montré ici. On voit une grande variabilité de sensibilité pour le Western blot, plus grande encore que pour l'ELISA. Si je suis sur les arthrites, si on remonte, c'est pareil pour le Western blot dans le cas des neuroborrélioses et pour l'ELISA. Alors, l'évaluation des kits Western blot, on l'a faite. Elle est disponible sur le site du CNR avec différentes catégories. Et ce qui fait la différence entre les kits, ce sont les sérums de patients atteints d'autres pathologies que Borrelia, pas les témoins sains. Il y a quelques tendances sur les gens qui ont une maladie de Lyme, une forme clinique ou l'autre de la maladie de Lyme, mais c'est surtout sur les réactions croisées. Donc ça va impacter la valeur prédictive positive. Et les kits ELISA, on va le faire, mais après, en premier, on va se pencher sur les tests PCR parce qu'il y a zéro donnée
sur les kits commerciaux pour la PCR. Et on s'est rendu compte il y a 2 ans que la PCR, vu la polémique qui existait, était devenue un grand marché. Et qu'au départ, il n'y avait que des laboratoires comme vous et moi qui faisaient de la PCR maison, et puis qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient apparues dans la littérature. Et la surprise qu'on a eue sur 2018, c'est en analysant les données des fiches fabricants, il n'y a quasiment aucune donnée humaine. Donc les tests sont mis sur le marché par autocertification avec 0 données, quasiment 0 données humaines par type de tableau clinique. C'est tout à fait étonnant. Donc sur cette base-là, on a décidé de se lancer avec la NSM sur une évaluation bien carrée des tests PCR. Elle commence au 1er janvier 2019. Et l'ELISA viendra après.